Bonjour à toutes les personnes qui ont décidé de visualiser cette vidéo. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis orthoptiste diplômée à l'IEPSS de Rabat promotion 2013. J'ai fait ensuite un master de coordination de parcours de soins pour les patients atteints de maladies chroniques. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo, mais qui est spécialement destinée aux étudiants en première année, aux orthoptistes première année. C'est un petit rappel concernant l'anatomie et l'histologie des voies visuelles ainsi que leurs principaux types de lésions et scotums. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse alors avec la présentation. Au revoir. Et hop, commençons. Ce rappel numéro 1 est composé de 3 parties. La première partie concernera l'anatomie et l'histologie des voies visuelles. Dans la deuxième partie, on parlera des principaux types de scotums et lésions de ces voies-ci. Et en dernier, je vous laisserai un petit quiz. On attend bien sûr de vos réponses en commentaire. D'un point de vue histologique, les voies visuelles correspondent à une voie à 3 neurones. Donc comme vous le voyez là, on a le neurone A, donc c'est le premier neurone, le neurone B c'est le deuxième neurone, et on a un neurone C, qu'on ne voit pas sur l'image, qui est le troisième neurone. Quand on parle de 3 neurones, c'est-à-dire qu'on a 2 synapses. Les premiers neurones correspondent au corps cellulaire des cellules ganglionnaires dont les axones convergent vers la papille, d'où émerge le nerf optique. Les nerfs optiques droit et gauche se réunissent au niveau du chiasma optique qui, lui, d'un point de vue anatomique, est en rapport direct avec l'hypophyse. Je vais vous montrer l'hypophyse. L'hypophyse, comme vous le voyez, se situe là, au niveau du... Il se situe à ce niveau-là. L'hypophyse, c'est une glande orchestre qui régule toutes les autres glandes de l'organisme. Si on superpose ces deux images, comme vous le voyez, le chiasma se trouve là. Là, on aura les bandelettes optiques. Là, c'est les radiations, c'est-à-dire que le chiasma se situe là. Si on superpose les deux images, on va voir que l'emplacement de l'hypophyse et du chiasma est très étroit. Je reviens sur l'image d'avant. Ce chiasma, qui est le lieu de la décussation, c'est-à-dire du croisement des fibres nasales et des fibres nasales droites qui partent en direction du cortex gauche et les fibres nasales gauches qui partent en direction du cortex droit. C'est donc à ce niveau que l'on commence à séparer voie visuelle directe et voie visuelle croisée. Les bandelettes optiques contiennent donc des fibres temporales homolatérales, c'est-à-dire du côté du même œil, et des fibres nasales contralatérales. Les fibres des bandelettes optiques vont se prolonger en arrière et vont faire synapse avec le deuxième neurone dans le corps genouillé latéral de chaque côté. C'est le relais cérébral et c'est à ce niveau-là qu'on aura la première synapse. Donc la première synapse, elle sera sur les couches magnocellulaires et parvocellulaires. Anatomiquement, ces corps genouillés latéraux sont en rapport direct avec le thalamus. Donc le thalamus se trouve là. Des corps genouillés latéraux émergent les radiations optiques qui se divisent en 2 faisceaux, des faisceaux supérieurs et faisceaux inférieurs. Les faisceaux supérieurs se projettent vers le cortex temporal et permettent la perception du champ visuel inférieur. Et les faisceaux inférieurs qui se projettent vers le cortex occipital et permettent la perception du champ visuel supérieur. Ce que vous devez retenir, c'est que les radiations optiques se divisent en 2 parties, en 2 faisceaux, des faisceaux supérieurs qui vont se projeter, qui vont permettre la perception du champ visuel inférieur, et des faisceaux inférieurs qui permettront la perception du champ visuel supérieur. Ensuite,
ils vont se projeter dans le cortex visuel, l'R17, où se situe le troisième neurone. Enfin, on reçoit les axons des radiations optiques, c'est-à-dire c'est qu'on a une deuxième synapse. À ce niveau-là, on aura la deuxième synapse. La première synapse se trouve là et la deuxième synapse est à ce niveau-là. L'intégration non corticale du message nerveux fait appel à la notion de la rétinotopie. Les stimulus nerveux provenant de la rétine centrale et ceux provenant de la rétine périphérique sont intégrés dans des aires corticales bien distinctes. Je vous laisserai avec une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, mais qui est très importante et qui va enrichir un petit peu la vidéo que je vous fais. Je voudrais bien que vous faites attention au rôle de chaque aire visuelle, parce qu'on a des aires visuelles primaires et des aires visuelles secondaires. Vous allez voir sur la vidéo l'utilité de chacune. Le message nerveux visuel généré par la rétine est véhiculé par les nerfs optiques jusqu'au cerveau. Le cerveau est constitué d'une surface plissée, le cortex, divisé en 4 lobes. Le lobe occipital, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe frontal. L'IRM fonctionnel est une technique d'imagerie médicale permettant de voir les zones du cerveau en fonctionnement lorsqu'un sujet réalise une activité. Ici, un patient observe un objet. La zone activée est à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital. On parle de cortex visuel. Sur ce document, qui est une coupe du cerveau au niveau des yeux, on peut observer le trajet du message nerveux visuel depuis les rétines droite et gauche jusqu'au cortex occipital. Il existe une zone de croisement des fibres nerveuses au niveau du chiasma optique, puis un relais cérébral avec une zone de relais synaptique entre les neurones issus de la rétine et les neurones se projetant dans le cortex visuel. Sur cette image, vous pouvez voir donc le système visuel depuis les yeux, les nerfs optiques, le chiasma optique et la projection au niveau du cortex visuel. Ce document nous précise la manière dont se croisent les fibres nerveuses issues des différentes rétines. Le champ visuel droit de la personne est capté par les demi-rétines gauche de chaque œil, ici et ici, dont les neurones se projettent dans l'hémisphère gauche via le chiasma optique. Donc, toute information visuelle provenant de la droite de l'individu est traitée par le cortex visuel gauche, et inversement, toute information visuelle provenant de la gauche de l'individu est traitée par le cortex visuel droit. Comment le cortex visuel traite-t-il l'information visuelle? Il existe non pas une seule aire de la vision, mais plusieurs. L'aire visuelle primaire reçoit toute l'information en provenance de la rétine, mais elle sous-traite une partie de l'information à d'autres aires, dites secondaires. Quel est le rôle de ces aires secondaires? L'étude de certains cas de patients atteints de troubles visuels peut nous aider. Dans les 3 cas étudiés, les patients n'ont aucune anomalie au niveau des yeux ou au niveau des voies visuelles. L'origine du trouble est cérébrale. Voici un premier cas. Le patient voit parfaitement les formes, mais une partie de son champ visuel est non colorée. Vous avez ici à droite une coupe de son cerveau réalisée par IRM. Ce document vous précise la localisation de ce que vous pouvez voir sur la coupe du cerveau du patient. Dans ce second cas, on présente à un patient des formes qu'il doit reconnaître. On peut observer ici les formes qu'il a cochées, comme étant normalement identiques à celles-ci. Voici la zone cérébrale qui est
voilà. Donc, avant d'entamer ou d'aborder cette deuxième partie, je trouve qu'il est important de vous définir deux termes. Le premier terme, c'est hémianopsie. Hémianopsie, c'est un type de scotum caractérisé par la moitié d'un champ visuel au niveau d'un œil. Il existe des hémianopsies temporales et des hémianopsies nasales. Le deuxième terme, c'est quadranopsie. C'est un type de scotum caractérisé par la perte du quart d'un champ visuel au niveau d'un œil. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, on a plusieurs éléments des voies visuelles et selon le type de fibre présente, on aura une atteinte différente. Donc, les éléments visuels connus sont le nerf optique. Enfin, les types de fibres présentes, c'est des fibres nasales et temporales homolatérales. Et si on a une atteinte ou une lésion à ce niveau-là, on aura une perte de l'émission temporale et de l'émission nasale d'un seul œil. Puis, le chiasma optique. Dans le chiasma optique, on a uniquement des fibres nasales croisées. Et si on a une atteinte à ce niveau-là, on aura une perte des émissions temporaux. Par rapport aux bandelettes optiques, aux radiations et au cortex, on a des fibres temporales homolatérales et des fibres nasales contralatérales. Si on a une atteinte dans ces trois niveaux-là, on aura une perte partielle ou totale de l'émission temporale d'un œil et une perte partielle ou totale de l'émission nasale de l'autre œil selon l'emplacement précis de l'atteinte. Pour mieux définir, là on a 8 cas. On va parler de chaque cas distinctement. Donc, le premier cas, on a une cécité monoculaire. On a une amputation du champ visuel complet. Donc tout le champ visuel est atteint. Il est tout noir. Donc la personne, elle ne voit que dalle sur cet œil-là. Cela correspond à une lésion à ce niveau-là du nerf optique. Si on fait une résection là, donc les fibres nasales et temporales homolatérales sont alors atteintes. Donc l'étiologie de cela peut être en lien avec une tumeur du nerf optique ou autre cause externe aux voies visuelles, comme un décollement de la rétine, ou tout simplement si quelqu'un te crève l'œil, voilà, on voit plus rien du tout de cet œil. Ça pourrait être aussi en lien avec une paralysie du releveur de la paupière supérieure, de la paupière. Et puis voilà. Donc le deuxième cas, on parle d'une cécité monoculaire, là, complète, et une quadranopsie latérale. Au niveau du champ visuel, on aura une amputation d'un champ visuel complet et une quadranopsie latérale de l'autre œil. Cela peut correspondre à une lésion périchiasmatique. Le chiasma, il est là. Donc regardez le 2 où se trouve. Donc une périchiasmatique, c'est-à-dire avant chiasma. Il y a comme dans le cas plus haut une atteinte du nerf optique, là, plus une atteinte partielle des fibres décussées. Là, on a des fibres qui commencent à décusser, donc on a eu une atteinte. Cela peut correspondre à un adénome hypophysaire ou une tumeur du nerf optique. Le troisième cas, on a une hémianopsie bitemporale, là c'est facile, donc si on fait une résection à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du chiasma, là où décussent les fibres nasaux, c'est-à-dire on a les fibres nasaux qui sont atteints, automatiquement c'est les champs visuels bitemporales qui partent. Donc ça pourrait correspondre aussi, ou ça pourrait être en lien, ou l'étiologie de ceci peut être aussi un adénome hypophysaire, comme on l'a vu précédemment,
le chiasma est en rapport direct anatomiquement avec l'hypophyse. Donc si on a un adénome hypophysaire, ça pourrait atteindre le chiasma optique et par conséquence on aura une perte des deux émissions temporaux. Le quatrième cas, on a une hémianopsie latérale homonyme. On a une amputation, donc au niveau du champ visuel. On aura une amputation d'un champ visuel temporal d'un œil et du champ visuel nasal de l'autre œil. Donc le temporal d'un œil et le nasal de l'autre œil. Ceci correspond à une lésion des bandelettes optiques. C'est là où on a des voies croisées. Les fibres temporales homolatérales et nasales contralatérales sont atteintes. C'est une atteinte des voies visuelles directes et croisées. Le cinquième cas, on a une quadranopsie latérale homonyme supérieure. On a une amputation du haut du champ visuel temporal d'un œil et du haut du champ visuel nasal de l'autre œil. Donc temporal d'un œil et le haut du champ visuel nasal de l'autre œil. Ça correspond à une lésion du faisceau inférieur. Vu qu'on a l'atteinte supérieure, donc c'est un faisceau inférieur des radiations optiques. C'est une atteinte des voies visuelles directes et croisées, comme on l'a vu avant. Donc ce cas-là et ce cas-là, c'est les mêmes, donc c'est une atteinte des radiations optiques, mais vu que là c'est le champ visuel supérieur qui est atteint, donc c'est les radiations optiques inférieures, et là vu que c'est le champ visuel inférieur qui est atteint, donc c'est les radiations, enfin c'est les fibres supérieures des radiations optiques qui sont atteintes. Donc ces trois derniers cas, on pourrait parler d'une étiologie d'une atteinte vasculaire comme un AVC ou une atteinte tumorale ou aussi une atteinte post-traumatique. Donc le septième cas, on a une hémianopsie latérale homonyme, mais comme vous le voyez, ça épargne la macula. La macula, elle est intacte. C'est une amputation du champ visuel temporal d'un œil et du champ visuel de l'autre œil, mais tous les deux épargnent le champ visuel central. C'est une lésion corticale de l'aire V1 en charge de l'intégration du message nerveux provenant de la rétine périphérique. Ça pourrait être en lien avec une atteinte vasculaire, des AVC tout simplement. Donc le dernier cas, c'est des scotomes centrales hémianopsiques. Au niveau du champ visuel, on a une amputation temporale d'un œil et du champ visuel de l'autre œil, mais tous les deux restreints au champ visuel central. C'est une lésion corticale de l'aire en charge de l'intégration du message nerveux provenant de la rétine centrale. Voilà. C'est les cas les plus fréquents. En tout dernier, je vais vous laisser des cas un peu plus qu'on trouve un peu plus rarement. Le premier cas, c'est un rétrécissement concentrique. Au niveau du champ visuel, on a une amputation de tout le champ visuel périphérique et des deux yeux, mais on garde le centre. C'est une atteinte des voies visuelles de la rétine. Elle est en particulier causée par les rétinopathies pigmentaires. Enfin, c'est une dégénérescence progressive de la rétine par atteinte des bâtonnets. Le deuxième cas, c'est une hémianopsie altitudinale inférieure. Donc, c'est une amputation du champ visuel inférieur pour un seul œil. Ça pourrait être dû à une neuropathie optique ischémique antérieure, causée par la maladie d'Orton. La maladie d'Orton, c'est une occlusion par thrombose des artères ciliaires postérieures. Le troisième cas, c'est des scotomes centrales. Au niveau du champ visuel, on a une amputation du champ visuel central pour un seul œil. Ce n'est pas non plus une atteinte des voies visuelles, mais une atteinte rétinienne centrale. L'avant-dernier cas, c'est une quadranopsie bilatérale supérieure.
C'est une amputation de la partie supérieure des deux champs visuels temporaux. C'est ce qu'on appelle un syndrome chiasmatique débutant. C'est une tumeur qui commence à comprimer le chiasma, mais l'atteinte n'est pas encore totale. Et finalement, on a une hémianopsie binasale, exceptionnelle en clinique. Il faudrait vraiment qu'il y ait deux tumeurs symétriques qui sont apparues symétriquement et distinctes, ayant comprimé en même temps les faces latérales du chiasma. Voilà. Et en tout dernier, je vous laisse le petit quiz. Je vais vous lire quand même les questions. Première question, que entraîne une atteinte des radiations optiques supérieures gauche? 2. Quelle proposition se rapporte à une hémianopsie latérale homonyme? 3. Que entraîne une atteinte des radiations optiques inférieures droite? Et en dernier, quelle est la sémiologie campimétrique d'une tumeur hypophysaire? Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. J'attends bien sûr vos commentaires, vos suggestions ainsi que vos critiques en commentaire. Merci, au revoir.